L'audace fait partie de ma vie et que derrière l'audace, il y a tellement de choses. Et l'audace, c'est tout ça à la fois, quoi. Ce n'est pas que oser se mettre en action. T'es plus heureuse au moment où tu te retrouves avec 1 200 000 euros sur ton compte ou au moment où tu vois que cette somme s'amenuise mais que tu accomplis des projets qui te tiennent à cœur? Je croise sur le chemin 2 personnes, dont un Italien qui me parle en anglais et qui me dit « Mademoiselle, vous marchez vachement vite, quoi. » Et donc, je mets de la conscience sur mes pas. Je ne vais pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, c'était pas mon rêve à la base, mais je pense que j'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi. Le goût du risque, le goût de l'action, comme je dis très souvent, le mouvement crée la chance. Bonjour à tous, merci encore d'être là. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Sous-sol. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, à m'écrire sur les réseaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok bientôt, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast et sur Amazon Music aussi. Merci de rejoindre le Sous-sol, merci de nous suivre, merci pour toute votre affection. Aujourd'hui, c'est Rachel van den Doren qui est passée par le Sous-sol. Rachel qui a une vie à 1000 à l'heure. Rachel qui est connue d'abord par sa vie d'entrepreneur. Elle a créé la société ProSelect qu'elle a revendue ensuite. Alors qu'est-ce qui se passe quand on revend une société? Elle a touché une belle somme d'argent. Qu'est-ce qui se passe quand on touche une somme d'argent? Comment on se sent le lendemain? Elle est aussi sur l'écriture d'un livre. Elle a joué au théâtre. Elle a créé l'école de l'audace. Autant de sujets qu'on va traiter dans ce podcast aujourd'hui. Elle a également parcouru le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On en parle tout de suite avec Rachel. Merci encore pour votre temps. Merci d'être à l'écoute et merci pour tout le soutien et l'affection que vous me démontrez. À bientôt. Rachel, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans le sous-sol. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme je le dis à chaque fois, c'est vous donner du temps. Vous donner du temps et le temps, c'est certainement la chose la plus précieuse que nous avons. Et donc, c'est pour ça que je vous remercie aussi parce que on n'a pas toujours tout le temps que l'on veut, on le dédie à ce qu'on veut et le fait de venir ici me touche et donc je te remercie pour ça. Avec plaisir. Rachel, la première question que j'ai l'habitude de poser, c'est si je ne te connaissais pas, et c'est un peu le cas d'ailleurs, qu'est-ce que je devrais savoir de toi pour comprendre la personne qui est en face de moi? Ça commence déjà fort. Je suis une entrepreneuse. Oui. Maman aussi de 2 grandes filles, Lola et Nell, 24 et 21 ans. Je démarre souvent en parlant de mon rôle de maman parce que, pas uniquement, mais il a beaucoup guidé mes choix professionnels et personnels depuis qu'elles sont là et depuis que j'ai choisi aussi d'être maman. Voilà, une entrepreneuse persévérante et joyeuse aussi. Comment tu définis le terme entrepreneuse? Parce que je parle avec beaucoup de monde, je vois passer plusieurs personnes aussi. Certains font la différence entre entrepreneur et indépendant, d'autres font la différence entre un entrepreneur qui entreprend versus un CEO d'une boîte mais qui n'entreprend rien même s'il gère des milliers de personnes. Quelle est ta définition à toi d'entrepreneuse? Alors, ma définition à moi d'entrepreneuse, c'est déjà qu'on part avec un risque, qu'on démarre avec son propre argent et puis qu'on a une vision plus ou moins claire et puis qu'on y va, quoi, et qu'on passe à l'action, qu'on se met en mouvement. Et voilà, c'est ça pour moi être entrepreneuse. Et donc c'est différent d'un CEO qui gère, comme tu le dis, des centaines de personnes, un ou une, mais qui ne démarre pas avec son propre argent, son propre risque. Et qui ne prend pas les mêmes risques. Voilà, qui ne prend pas les mêmes risques, mais qui prend des risques aussi. Qui en prend, évidemment. Voilà, devenir CEO d'une entreprise de plusieurs dizaines de personnes, voire même moi, c'est prendre un risque aussi. Tout à fait. Mais la définition pour moi de l'entrepreneur et l'entrepreneuse, c'est de prendre ce risque de démarrer avec son capital financier, mais son capital personnel aussi. Voilà, avec une vision, et je me souviens quand j'ai démarré à 32 ans, on va en parler certainement, voilà, pour moi c'est ça être entrepreneur. Oui. Mais en effet, on va en parler, on va revenir sur ta vie d'entrepreneur, parce que si on fait un topo rapide, en effet, entrepreneur à 32 ans, quelques années, puis une vente d'entreprise, puis une relance d'autres entreprises et d'autres projets, donc on va revenir évidemment sur toutes ces étapes. Qu'est-ce qui t'a amené à franchir ces étapes? Pourquoi tu as décidé de prendre cette direction plutôt qu'une autre? Quel choix tu as posé, etc. Parce que comme tu l'as dit, tu l'es devenu à 32 ans. Dès lors, qui est Rachel avant 32 ans? Qu'est-ce qui t'amène à décider d'entreprendre seulement
ou à 32 ans. Ouais. Oui, comme tu dis, seulement ou déjà. Voilà. Voilà, il y a pas de bonne. Euh, alors, moi, j'ai jamais rêvé d'être une entrepreneuse. Je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est pas une mentalité, ce n'est pas non plus un exemple que j'ai eu devant moi. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et je ne rêvais pas de ça dans mon lit. Voilà, rencontrer le prince charmant, certes, mais devenir entrepreneuse, non. Tu l'as rencontré? Euh, on va faire un cutting. Donc je reviens sur l'entrepreneur. Cela dit, rencontrer aussi le prince charmant, c'est aussi une entreprise. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, on va mettre ça de côté. Donc je ne vais pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. C'était pas mon rêve à la base. Mais je pense que j'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi. Voilà. Le goût du risque, le goût de l'action, se mettre en mouvement et du coup se dire, faire confiance. Voilà. Comme je dis très souvent, le mouvement crée la chance. Et donc, avant de créer ProSelect, ben, j'étais dans le secteur de l'intérim. Voilà, on m'a aussi demandé de reprendre une agence, d'en créer une autre. Et donc, j'étais déjà quelque part entrepreneuse à ce moment-là, si ce n'est que j'étais salariée dans un groupe, dans une structure qui m'a beaucoup apporté, Donc voilà, pas né entrepreneur, mais je pense qu'à l'intérieur de moi, oui, il y a ce goût du risque et cet amour du risque aussi. Et donc, Voilà. tu travailles dans l'intérim pour plusieurs, Oui, plusieurs à 21 agences, ans, je etc. démarre dans le À secteur. 21 ans, tu Pour démarres un seul groupe. pour un seul groupe, Oui. jusqu'à tes 32 ans. Oui, Ok, donc j'imagine que tu occupes plusieurs postes différents tout à au fait. sein du même groupe. Tu gravis les échelons. À 32 ans, tu décides de quitter ce groupe pour créer ton entreprise. Qu'est-ce qui te donne le déclic? Plusieurs choses. D'abord, le papa de mes filles, qui lui non plus n'était pas entrepreneur au départ, est devenu entrepreneur 3 ans au préalable dans tout ce qui est peinture, décoration. Et je lui ai donné le déclic, ou en tout cas on s'est donné mutuellement, super courageux, beaucoup d'idées. Et donc à la naissance de notre première fille, lui annonce à son patron qu'il va prendre un registre de commerce après journée, et son patron lui dit non, non, et donc il se lance directement. Ok. Voilà, et notre fille avait 1 semaine, Lola. Donc là, moi je vis et je l'accompagne administrativement. Donc ça, c'est déjà une première étape dans l'entrepreneuriat. Et puis un jour, en avril 2007, lui me dit, pourquoi tu créerais pas ton entreprise? Moi je suis depuis 9 ans dans l'intérim, dans une seule et même société, belle reconnaissance, bon salaire, confort. Nos filles ont 4 et 1 an, donc, et on vient de faire un crédit de 350 000 euros pour transformer une ferme. Donc voilà, il y a des projets. Et là, il y a au niveau au niveau de mon corps, je me souviens encore exactement où j'étais. J'en parle d'ailleurs régulièrement quand on me pose la question. Il y a un déclic qui se fait et qui me fait dire, OK, go, c'est le moment. Et donc, 15 jours après, j'ai annoncé à mon employeur que je quitte et je crée ProSelect. Au départ, d'une intuition, pas avec un plan parfait. Bon, entre-temps, sur 15 jours, j'ai quand même une petite vision. Voilà, j'ai une seule certitude, c'est que je sais que je ne veux pas travailler seule. Voilà. Contrairement à aujourd'hui, mais on y reviendra, même si je suis entourée, mais de façon différente. Mais là, j'ai envie de créer une équipe, de continuer à apprendre des autres et aux autres. Et dès lors, tu cherches un associé ou tu crées seul avec l'idée de t'entourer rapidement? Je crée seule avec l'idée de m'entourer rapidement. Voilà, D'accord. voilà. Et tu crées en te disant, je vais faire tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, mais quelle est ta touche? Qu'est-ce que tu vas faire différemment au sein de ProSelect? Quelle est la différence de ProSelect par rapport à tout ce que tu as fait les 10 années précédentes? Mais déjà, les 10 années précédentes, je suis salariée, j'apprends un métier, j'apprends la reconnaissance, la confiance tout court, la confiance en moi, la confiance en l'autre. Et donc, ça, voilà, je l'entraîne, je le travaille. Et puis, on est dans le secteur de l'intérim, donc je travaille dans le secteur de l'intérim, je touche au recrutement. Et puis, ProSelect, là, je réponds à un problème des entrepreneurs de PME qui recherchent à long terme des profils semi-qualifiés, puisque chez ProSelect, on fait surtout du middle management, donc pas uniquement des profils de CEO, COO, CFO, etc., mais on est dans du middle management, donc ça peut être un responsable d'atelier, même un dessinateur, voilà, donc middle management, et c'est là qu'il y a la distinction qui se fait. Là, je parle plutôt en matière de contenu, de l'activité, et puis
comme je disais, il y a tout ce parcours où pendant 9 ans, j'apprends ce que c'est d'être reconnue, de faire confiance, d'avoir confiance. Et à 32 ans, ce mois de mai 2007, ben voilà, je sens que je suis prête, mais avec plein d'interrogations aussi, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, si. ouais. Et créer cette entreprise, selon toi, ça comble quel manque que tu avais en toi? Alors à ce moment-là, j'ai aussi fait des thérapies, etc. Et c'est ça qui est super riche. C'est le côté, moi, je suis une battante, moi je suis une performeuse. Pas une arriviste, mais une performeuse, une battante. Et c'est vrai que j'ai, à un moment donné, mis des couvercles sur ça. Bah, voilà, parce que j'en étais peut-être un peu gênée et puis j'ai préféré en faire une force. Et donc, ta question, c'est, redis-moi un peu Ça lequel. comble quel vide en toi? Oui, bah, c'est un besoin de reconnaissance, certainement. Voilà, j'ai pas envie de faire une psychanalyse à 2 balles non plus. Euh, voilà, je pense que pendant 9 ans, j'ai super bien travaillé pour l'employeur pour qui je travaillais, pour Unique. Et là, j'ai envie de le faire pour moi. Voilà. Et après combien de temps tu t'entoures d'autres personnes? Je crois que c'est 8 ou 10 mois. Ok, Je très engage une rapidement. première personne en Ouais. PFI, 2 mois après une deuxième personne en PFI, puis une troisième vient nous rejoindre. C'est un peu plus challengeant pour trouver la troisième personne. Et voilà. Et au bout de 10 ans, on est 8. Au bout de 10 ans, vous êtes 8. Au bout de 14, tu revends, si je ne Oui. m'abuse. On va revenir sur la revente, justement, parce qu'on parle souvent de la création d'entreprise, Mhm. du rachat d'entreprise, mais peut-être plus rarement de la revente, parce que tu revends et le lendemain, tu fais quoi? Donc on va y revenir. Ouais, ouais, bonne Et question. quels ont été pour toi les plus gros challenges que tu as vécu durant ces 14 ans? Je sais que c'est long, 14 ans, mais c'est très bref aussi. Mais quels ont été selon toi les plus gros challenges? Euh, Le premier gros challenge, c'est de me faire suffisamment confiance pour me dire, euh, OK, tu as travaillé dans ton entreprise, mais là, tu peux déléguer et je dis vraiment déléguer, donc faire confiance à d'autres personnes qui vont faire le travail mieux que toi, qui ont plus de talent, qui ont plus les compétences. Et donc, ça m'a appris à mieux me connaître, à me dire, OK, moi j'ai la casquette de gestionnaire, j'ai la casquette de création de liens, mais j'ai peut-être pas spécialement la casquette de recruteuse. Et c'était pas non plus mon souhait. Donc ça, c'est déjà une première chose que j'ai appris. Deuxième chose, j'ai appris à gérer une société aussi financièrement. Voilà, moi je ne savais pas ce que c'était enfin pas vraiment un bilan comptable, actif, le passif, etc. Bon, ça c'est un peu plus terre à terre et c'est quand même fort important. Euh, mais j'ai appris à m'entourer aussi. On revient encore à cette confiance, voilà, par essai-erreur. J'ai Et recruté des personnes. aujourd'hui, tu es entouré peut-être de freelance, hein, tu as Oui, envie de oui, travailler oui, toute seule, mais oui. tu étais plutôt entouré de freelance. Là-bas, tu avais ce besoin ou cette envie d'être entouré. Comment tu définis l'importance d'être entouré dans un projet? Bah, comme on dit très souvent, hein, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et bah, le fait d'être entouré, une fois qu'on se connaît bien, on a tel talent. J'aime bien de faire la différence entre la compétence et le talent, puisque le talent, c'est la compétence plus l'envie. Donc, c'est-à-dire que si on travaille avec nos talents, bah, on va avoir un niveau d'énergie qui va s'élever, tandis que si on est uniquement sur sa compétence, bah, on peut être vite tiré vers le bas, quoi, parce qu'on peut s'épuiser, sachant que tu as un métier où tu vas parler l'anglais, tu as la compétence de super bien parler l'anglais, mais tu n'en as rien à secouer de parler l'anglais. Donc, voilà, ton énergie va diminuer. Et donc, tu Euh, recrutes sur le talent, sur le talent. sur... Sur le talent et sur... on en revient à bien s'entourer et voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta Si, question. si, si, si. Les 8 personnes, les 8 personnes qui travaillent avec toi, il arrive un moment où tu décides de vendre, on va en parler. Euh, comment tu leur annonces? Euh, Quel est ton sentiment par rapport à ces 8 personnes? Euh,
Je pars d'abord de moi-même en me disant le groupe à qui je vais m'adjoindre, parce qu'au début, je revends une partie des parts, et puis je reste 3 ans, et puis je revends le reste. D'accord. Le groupe à qui je vais m'adjoindre, le plus important, c'est que il ne rachète pas Rachel Van den Doren, il rachète une société avec des valeurs, avec un personnel qui en fait sont les pierres, qui sont le socle de la société. Ouais, moi je suis un élément fondateur, mais c'est eux aussi Mais eux sont qui là ont pour apporté. toi aussi. Euh, Et ils ont été oui, recrutés par Rachel, ils ont ils ont été. aimé Oui, oui, tout à travailler avec fait. Voilà, Rachel voilà, voilà, pendant voilà. X années, Tout à fait. et du jour au lendemain, ils vont travailler avec Rachel et quelqu'un d'autre, pour peut-être plus tard ne travailler que avec ce quelqu'un d'autre. Oui, mais à ce moment-là, ils font confiance effectivement à Rachel qui s'associe avec un groupe qui a des valeurs communes euh, avec moi, quoi, et avec ce que j'ai insufflé au sein de la société au travers des collaborations, des partenariats. Donc voilà, il y a une confiance et ils me font confiance. Et toi, quel est le cheminement que tu fais entre la création, l'envol, le développement, le recrutement, et ensuite l'idée, la pensée et la concrétisation de revendre d'abord une partie et puis la totalité? Quel est le cheminement qui se passe en Mm. toi? Et là, c'est intéressant ta question parce qu'on arrive au cheminement de l'école de l'audace, dont on parlera peut-être par la Oui, suite. Donc, je crée, comme tu me posais la question, pour un besoin de reconnaissance, un challenge, le défi de réussir, de mener à bien cette société. Déjà, les 10 années au préalable, je suis très fort dans une casquette de prospection. Qui me plaît, qui me convient. Là où on va encore parler de la différence entre talent et compétence, je suis dans un talent, j'aime bien, ça me oui. nourrit. Au début de ProSelect aussi, et puis à un moment donné, ça devient une compétence. Donc ça veut dire que pendant toute cette période, les 4-5 premières années, ok, ça reste un talent, et puis après, ça devient plutôt un mode survie, quoi. C'est-à-dire que c'est un business assez one-shot, donc on doit aller chercher 70% de nouveaux clients chaque année, et D'accord. donc cette casquette de prospection qui ne m'incombe pas uniquement, parce que je suis entourée d'autres personnes qui font ce métier aussi de création de liens et d'aller chercher de nouveaux clients, bah oui, je suis fatiguée à un moment donné et j'ai envie d'autres choses ou en tout cas de nouveautés. Et le fait de m'adjoindre à un groupe qui me convient, je répète, en lien avec des valeurs communes aussi. Euh, et puis qui me propose aussi un projet, bon, on n'en parlera peut-être pas par la suite, mais un projet, parce qu'il y a l'aspect financier, mais il y a Tout à aussi fait. l'aspect Tout à projet. Et fait. ça, Tout à fait. pour moi, c'était aussi important l'un que l'autre. Et tu dis que tu commences à être un peu fatigué de Mm. la prospection déjà après 5 ans, et tu travailles encore 9 ans avant de réellement franchir le pas. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis? Comment tu survis? Comment tu vis avec les équipes? Comment tu Mm. continues à recruter, à grandir, avec peut-être cette idée qui émerge déjà en toi? Alors, il y a une phase assez importante après 5 ans, c'est que je rencontre un coach, Michel, qui m'accompagne pour développer commercialement. Donc, je me sens un peu aidée à ce niveau-là, même si en interne, je répète, on aide aussi. Mais là, qui me fait prendre conscience que ProSelect doit se distinguer de Rachel Van den Doren aussi. Parce qu'à un moment donné, on associe beaucoup le nom de la société et le nom Tout à fait. du fondateur ou de la fondatrice. Et donc, moi, je décide aussi de vraiment pas me retirer, mais voilà, dire que ProSelect n'est pas uniquement Rachel Van den Doren. Et donc, euh, il y a un cheminement aussi où j'apprends du coup à ressentir, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, que cette prospection et ce travail commercial devient lourd, quoi. Voilà. Cela dit, je suis une persévérante et une battante, parfois un peu trop. Et bon, ben, il y a 1 an, puis 2, puis 3, jusqu'à un moment donné où je rencontre ce groupe qui n'arrive pas par hasard, hein. Oui, bien Au sûr, bien préalable, sûr. j'ai eu deux autres demandes, mais qui n'ont pas abouti. Et c'est super parce que le groupe Proman, en l'occurrence, pour ne pas le citer, me fait une chouette offre. Et voilà, et là, j'accepte et je revends une partie, une majorité des parts, mais j'en garde aussi
et je reste encore 3 ans dans la société. Et puis 2020, le Covid. Et là, je décide de partir marcher sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Non, je ne décide pas de partir complètement. Je décide. Oui, tu fais parce que le tu me chemin demandes de le Saint-Jacques. Et là, je prends mon sac à dos, des chaussures. J'ai jamais fait ça de ma vie. Masquée en Espagne, je pars pendant 7 semaines marcher seule et je fais 1000 km avec mon sac à dos. Tu as lu le livre de Paulo Coelho? Oui, oui, je l'ai lu, le pèlerin, qui tourne dans les... c'est d'ailleurs ce livre-là qui m'a donné envie, parce que je fais toutes les années, je fais mon thème astral chez une astrologue et ma numérologie aussi, qui sont des points d'ancrage et qui m'aident à prendre des décisions aussi. Mais bon, voilà, je ne fume pas la chicha sur la lune, comme je dis, mais ce sont des outils qui, dans mon chemin, m'aident encore aujourd'hui. Voilà, et elle me conseille, je lui parle de Saint-Jacques de Compostelle, qui est un rêve depuis des années, mais mes filles étant petites, je n'avais pas l'occasion de le faire, puis la société, etc. Et là, 2020, je pars pendant 7 semaines sur le chemin de Saint-Jacques. Et j'en parlais encore aujourd'hui sur LinkedIn, dans un post d'ailleurs. Et c'est un cheminement pendant 8 semaines. Et quand je reviens, alors il n'y a pas de miracle, hein, c'est pas non plus le Dieu qui m'est tombé sur la tête, mais il y a quelque chose. Alors je reviens changer, je ne sais pas si je reviens changer, mais je reviens avec le fait que je sais que je veux être honnête avec moi et que je suis au bout d'un chemin avec la société dans laquelle je travaille. Et durant ces 8 semaines, tu es seule? Je croise beaucoup de monde, mais je suis seule. Oui. C'est combien de kilomètres? 1980 exactement. 1000 kilomètres en 8 semaines. Comment ça se passe, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? On se réveille le matin, on sait déjà quelle va être l'étape, on sait où on va s'arrêter, ou il y a un peu d'improvisation? Comment ça se passe? Pour moi, je voulais faire l'improvisation. D'accord. J'ai eu l'occasion de la faire, parce que c'était pendant le Covid et donc les auberges étaient quasiment vides. J'étais sur le Camino Francese, donc c'est le chemin le plus fréquenté du chemin de Saint-Jacques, le plus historique aussi, le plus ancien. Et donc, ça se passe que on décide, on démarre. J'avais un petit guide papier, une petite carte avec des petits points, des petites villes, villages. Voilà, et je m'arrêtais en fonction. Alors au début, pas. Au début, les 150 premiers kilomètres, j'ai marché comme je gérais une entreprise, comme je vivais avec mes filles, qui m'appelaient souvent maman robot quand elles étaient petites. Et donc j'ai marché comme un robot, quoi. Et tu penses à l'entreprise à ce moment-là? Il faut plusieurs jours pour que ça... Pour que ça parte. Et pourquoi tes filles t'appellent maman robot? Parce que je suis un robot. Quand voilà, les années, quand elles étaient petites, tout était timé, quoi. Je respirais pas. Et ça vient d'où, selon toi? À cause de quoi? Parce que l'efficacité, gérer tout en même temps, bien faire. Et tu as toujours été comme ça? Je sais que dans mon fort intérieur, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de passer à autre chose. Mais voilà, ça ne veut pas dire que je suis complètement guérie. Mais, et après, j'ai appris à accepter aussi. Mais elle m'appelle maman robot, oui, parce que je pense que je ne touche pas suffisamment mon cœur, mes émotions. Et je fais tout bien, mais comme un robot, quoi. Ouais. Donc les 150 premiers kilomètres... kilomètres... sort toujours de la bouche des enfants. Tout à fait. Oui. Ils perçoivent Surtout certainement des choses qu'on ne voit plus. Et donc les 150 premiers kilomètres, tu les fais comme un robot. Oui. Quelle est la place du téléphone durant tu décides à l'avance de ne pas l'utiliser, ou bien tu Exactement. Okay. Donc moi j'avais délégué, donc ça c'était quelque chose que j'avais déjà testé avant, de donner ma boîte mail aux employés. Donc j'avais prévenu mon actionnaire, l'équipe était prévenue, mes filles c'était under control avec leur papa. Elles étaient plus grandes aussi, et donc le GSM, à ce moment-là je suis pas du tout sur les réseaux, moi. Donc LinkedIn c'est un outil pour le cabinet de recrutement, ni Insta ni Facebook, donc c'est pas du tout compliqué pour moi de ne pas l'utiliser. D'accord. Et donc j'utilise pour les photos, mais voilà, mais c'est vrai que c'est une belle cure, une déconnexion digitale, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus difficile parce qu'une grosse partie de mon métier se fait avec les réseaux. Et donc, j'y suis beaucoup plus qu'avant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà la place que le GSM a à ce moment-là. Voilà.
Et première étape comme un robot, 150 premiers kilomètres. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que mon corps m'envoie des signaux, Ok. c'est-à-dire que les après-midi, j'exagère dans le nombre de kilomètres. Mon sac est très lourd, donc à un moment donné, mais avant les 150 kilomètres, je décharge 3 kilos. On dit aussi qu'on décharge certaines peurs, voilà. Oui, Et oui. là, je renvoie, je vais à la poste à Pampelune, je me rappelle, et je renvoie facile 4 kilos Ok. de trop. Donc waouh, là ça fait déjà du bien. Et puis je croise sur le chemin 2 personnes, dont un Italien qui me parle en anglais et qui me dit Mademoiselle, vous marchez vachement vite, quoi. Et là, il y a une prise de conscience qui se You fait. are walking too fast. Il me dit vous marchez vraiment, vraiment, vraiment vite. Et donc, je mets de la conscience sur mes pas. Et il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, il y a d'autres types de rencontres qui se font aussi. Je croise une dame qui vient de la République dominicaine et qui, elle, marche très lentement parce qu'elle elle n'a pas la condition et on sympathise et pendant 2 jours je reste avec elle, on rigole, on a des fous rires, mais je marche lentement, quoi. Ok, Et donc ok. ça me fait du bien, ça fait du bien aussi. Et donc voilà, au gré des rencontres, au gré d'une prise de conscience, au gré aussi des émotions qui se régulent. Je ne suis plus dans la performance, la peur de ne pas y arriver. On est aussi dans une période très particulière, hein, parce que tous les jours, si on écoute les infos sur le chemin, on nous dit qu'on va nous rapatrier, que le chemin va fermer, parce que deuxième confinement, etc. etc. Donc, Là, vous êtes sans masque, vous. Vous on est êtes... tout le temps avec le masque, hein, en Ah, quand Espagne. même. Ah, Ah oui. oui, c'est au mois D'accord, d'août 2020, la police, si on n'a pas le masque sur son nez, c'est une amende, hein. d'accord. Ils viennent sur notre épaule. Et les personnes âgées dans les petits villages. Donc j'ai toujours mon masque soit là, Oui. soit sur mon nez. Les 8 semaines passent. Tu rentres. Qu'est-ce qui se passe? Euh, je suis en grande forme au niveau de mon corps. Mes émotions, elles peuvent parfois un peu déborder. Et il se passe que j'ai plus le feu pour la société, enfin voilà, pour repartir avec mon élan et mon engagement, puisque c'est une de mes valeurs premières dans la société que j'ai fondée, que j'ai partiellement revendue, mais dans laquelle je suis encore bien active. Donc là, Et tu as le donc là, vrai deuxième déclic où tu voilà, dis, là, voilà, là c'est sûr, je prends mon je dois téléphone et quitter. j'appelle D'accord, d'accord. 4 semaines après mon actionnaire et je lui dis voilà, C'était prévu dans les conventions j'arrête. que tu puisses quitter complètement Oui, après oui, un on n'était certain temps. pas, voilà, Vous en voilà, aviez voilà, discuté. voilà. On va revenir sur la Oui. vente. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui hésiteraient encore à faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Euh, de leur dire d'y aller, quoi. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et le conseil de le faire seul. D'accord. Voilà. En tout cas, une partie de le faire seul. Oui. Et Parce c'est que quoi ta plus belle anecdote ou ton plus beau moment, à part cette personne dominicaine que tu rencontres? oui, c'est vrai qu'il y a cette anecdote-là. Il y en a beaucoup. Euh, c'est encore une rencontre avec une nana quand je suis sur le parvis d'une église et qui fait très chaud et il y a beaucoup d'hirondelles qui tournent, etc. Et elle est journaliste en Allemagne et je suis au début assez épuisée. Alors tu vas me dire, c'est pas un super beau souvenir, mais le souvenir, c'est que pour finir, on décide de s'arrêter en pleine nature et de dormir dehors, quoi. Ok. Voilà. Et on dort près d'une église et pendant la nuit, et ça c'est vraiment très marrant, c'est qu'on pense qu'il pleut, mais non, il y a les arrosages automatiques qui se mettent et donc D'accord. on est trempé. Donc voilà, ça, c'est une anecdote, c'est une belle rencontre, c'est le fait aussi de se dire, vive l'imprévu, quoi. Et quand vous Euh, rencontrez des gens comme ça sur le chemin, vous parlez des objectifs, de pourquoi vous avez entamé cette quête ou pas spécialement? non, Non. non, 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 non. On est tous habillés les mêmes, Oui. etc. Donc, c'est parce que après, peut-être moi, une des formations professionnelles aussi, je me demande, tiens, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On se tutoie vite sur le chemin. C'est en anglais aussi souvent, hein. C'est Oui. beaucoup Oui, en oui. anglais quand on est en Espagne. Donc, on n'a pas trop besoin de se parler, à vrai dire. Très bien. Voilà. Et donc tu reviens, 4 semaines plus tard, tu appelles ton associé, et là le déclic est fait, tu décides de vendre.
Je décide, en tout cas, de quitter. De Parce que quitter, j'avais parce que tu vendu avais une vendu partie. une partie, de vendre complètement. Voilà. Ouais. Voilà. Comment ça se passe? Ça fait flipper, hein. Ça prend combien de temps entre le moment où tu appelles et le moment où tu te réveilles un matin, c'est vendu, ProSelect est derrière toi? 1 an. 1 an. Oui, parce que je l'appelle fin 2020 et je quitte le 30 décembre 2021, quoi. Officiellement, papier, etc. Et pendant cette année, tu continues à aller travailler? La première partie, oui. 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 Mais voilà, tout le monde est vite informé. Au premier trimestre, l'équipe est informée. Donc, le transfert de la source se fait. Oui. Et c'est un passage fluide pour tout le monde, pour les collaborateurs, pour les associés, les actionnaires, et pour moi, surtout aussi. Donc Parce voilà, qu'on 2021, c'est le passage, on parle dire. souvent de la reprise, de la création d'entreprise, mais rarement de la vente du côté du vendeur. Mhm. On en parle plus rarement. C'est un Et passage, mais c'est loin d'être confortable, hein. C'est pas ma plus je me belle année de doute, vie. je me doute pourquoi. Parce que d'une part, je décide un peu à la kamikaze de laisser à nouveau, comme je l'avais fait 15 ans avant Oui. chez mon employeur, salaire, reconnaissance, confort, petites habitudes. Voilà, enfin, je ne peux pas dire que j'étais débordée. J'étais bien entourée, l'équipe tournait. Donc voilà, le vide, quoi. Le vide, qu'est-ce qui va se passer après? Et le lendemain, donc le 30 décembre, ça se termine. Le 31, bon, tu fêtes le nouvel an. Le 1er, tu te réveilles, tu te dis, OK, j'ai peut-être un peu plus d'argent sur mon compte en banque, mais je dois plus répondre à une équipe. J'ai plus de boîte mail liée à ProSelect. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? T'as déjà J'ai prévu, déjà fait le chemin, hein. t'as J'ai fait le déjà entamé chemin le déjà. deuil Ok, très bien. les 12 mois Donc tu l'appelles un précédemment. deuil. Oui, Ouais, vraiment. Oui, parce qu'à un moment donné, voilà, la courbe du deuil, tu as la période de déni, puis Ouais, tout à fait. voilà, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Puis, oui, au mois de juin 2021, d'ailleurs, ils m'ont organisé une chouette fête de départ, mais là, je pleurais beaucoup, quoi. D'accord. Voilà. D'ailleurs, au discours, mes filles sont là et elles disent, mais oui, maman. Voilà. Même un robot pleure. Même un robot pleure, oui. C'est vrai, même un robot pleure. Et 2022, c'est ça, hein, Oui, janvier 2022. Oui, 2022, donc ça c'est vendu. Là, tu as déjà un plan B qui commence ou tu as une période où tu prends du temps pour toi, où tu profites? je prends du temps pour moi, mais je sais que j'ai très envie de créer un seul en scène, de faire un spectacle. Donc, rapidement, je coécris avec un ami. Je loue le théâtre de la courte échelle, mais qui est disponible que à la fin. Mon spectacle, j'ai fait en 2022 et 2023 et 2024. On salue Graziella, du coup. Exactement, On salue Graziella, Canada. Oui, parce que je suis avec des amis début 2022, je ne sais plus exactement, qui me disent, bon, ok, tu nous parles de ton spectacle depuis tellement de temps. Go maintenant, appelle Graziella à la courte échelle. Moi, je ne connais pas Graziella. Enfin, il s'avère que si, je la connais parce qu'on a travaillé ensemble quand je sortais de l'école et elle aussi. Enfin, elle est un peu plus âgée, je crois. Elle aussi, il y a eu un changement. Hein. Il y a eu un changement radical. Oui. Ouais, Mais donc, on a travaillé ensemble chez Deveux. Elle était chez Bastin dans le domaine des déchets. Moi, j'étais réceptionniste. Je sortais de l'école, j'avais 20 ans. Et donc, je retrouve Graziella à la courte échelle. Mais donc, je l'appelle. À ce moment-là, je ne la vois pas, je l'appelle. Et je lui dis, j'aimerais bien louer le théâtre. Elle me dit, oui, mais pas dispo avant une bonne année. Puis elle me dit, quelle date? Je lui dis, c'était le 4 septembre. Alors mes copains me disent au téléphone, non, mais 4 dates minimum, Rachel, 4 dates. Je dis 4 dates, je vais pas faire 4. Enfin bref, tout ça pour dire que je réserve la courte échelle pour 4 dates, n'ayant pas du tout encore écrit un spectacle. Rien n'est prêt, quoi. Mais go, je réserve, je paye la compte, je rencontre Grazi et je vais me rendre compte du théâtre de la courte Très échelle. beau théâtre. Oui, Très beau théâtre. Madeleine de Proust, enfin, c'est très très beau. Et l'aventure commence avec le théâtre. Voilà, donc je m'entoure d'une metteur en Donc, tu n'as scène. pas eu le temps de t'ennuyer après la vente? J'ai pas pris le Tu n'as temps. pas pris le temps de t'ennuyer? Cela dit, si, quand même, j'ai une amie qui a une chouette petite maison en Ardèche. Et donc là, j'y ai fait 2-3 séjours. Et j'ai beaucoup marché sans faire de plan, quoi. Sans faire de plan.
Mais très vite quand même, il y a quand même des choses voilà, qui très se vite, mettent. parce qu'on pourrait se dire, bon, on vend une certaine somme d'argent, on se retrouve le lendemain avec une certaine somme d'argent sur notre compte en banque, on pourrait se dire, bah ok, on va s'arrêter, X mois, X semaines. C'est pas ton cas. Très vite, tu as envie de te relancer. Oui, mais pas du tout, pas du tout me relancer. Je sais que je me relance dans quelque chose qui va me coûter de l'argent, quoi. C'est pas, je ne recrée Souvent pas le un théâtre. business. Souvent le théâtre. Voilà, souvent le théâtre. Et me coûter de l'argent, mais me coûter aussi beaucoup, beaucoup d'énergie, quoi. Et plus tout ce que je n'imagine pas par la suite par rapport à ce spectacle. Mais voilà, ça c'est encore autre chose. Euh, voilà. Après, je suis quelqu'un de projet, donc ça aussi, je l'ai bien vu. Pour moi, pas de projet, c'est un peu la mort, quoi. Il y a un moment où tu as regretté la vente, Non, où tu as regretté la vie d'avant. non. Regretter la vie d'avant, non. Regretter la vente, non plus. Maintenant, voilà, je suis un peu partie comme une kamikaze, quoi. Et il y a un moment où tu as été revoir les collègues, où tu t'es dit, non, là c'est fini, je tire un trait, je ne vais plus les revoir. Non, je n'ai plus vraiment été les revoir, non. Non. Non, j'ai gardé le lien avec l'une ou l'autre personne, mais à force, voilà, non, c'est pas, une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà. C'est aussi ma personnalité. C'est quoi l'émotion que tu ressens, d'une part, au moment où tu signes, donc tu appelles, 4 semaines après le chemin, tu signes l'accord, Mhm. 1 an plus tard, tu quittes. C'est quoi l'émotion que tu ressens au moment où tu signes, l'émotion que tu ressens au mois de juin où tu pleures, l'émotion que tu ressens le 1er janvier où le deuil est fait et c'est terminé? Et c'est plusieurs émotions, hein. Je signe avec une fierté, avec de la peur aussi. Voilà, c'est quand même les émotions principales. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de regret. Enfin, le regret n'est pas une émotion, mais il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de regret. Il y a juste que mon intuition, mon intuition profonde me dit je suis au bout de quelque chose. Voilà. Ben, c'est le privilège de l'âge aussi. Une fois qu'on vieillit, ben, on se retourne et on voit qu'on a fait aussi d'autres choix de cette façon-là, pas toujours rationnel avec un plan, que ce soit professionnel ou personnel. Et donc voilà, non. Et pourquoi tu décides de te lancer dans un seul en scène? Tu as déjà fait du théâtre auparavant ou pas Parce du que j'ai tout? envie depuis longtemps. Oui, j'ai déjà fait Ok, c'est une des envie formations ok. de prise de parole en public. Parce qu'aussi, je ne suis pas toujours à l'aise de parler en public. Mais je Donc sens c'est qu'il y un a peu quelque chose. libérateur et c'est une thérapie. Oh, alors beaucoup diront ça quand ils ont vu le contenu du spectacle. Moi, avant tout, c'est un défi. D'accord. Un défi. Et je me sers de certains passages de ma vie, mais je le dis quand même, il y a du vrai et du faux dans le spectacle. Je le dis dans le spectacle aussi. Et je me sers d'une partie de ma vie parce que c'est fastoche quelque part. Mais voilà. Bon, après, c'était risqué, mais voilà. Et c'est quoi rien. bon, là, tu parles à un comédien aussi. Oui. Mais d'ailleurs, je serai à la courte échelle au mois de mars. Ah. Mais c'est quoi mais qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile dans la mise en place justement de ce seul en scène? Entre le moment où tu l'écris, évidemment, c'est plus stimulant quand la date est déjà fixée, ça t'empêche de procrastiner. Mais c'est quoi où tu as trouvé le plus de difficultés entre le moment où tu commences à écrire et le moment où ça se termine? C'est plusieurs choses. D'abord, je coécris. Hein, Ouais. je coécris avec un ami et la metteur en scène aussi qui met sa patte. La metteuse en scène qui est une ancienne connaissance aussi qui me connaît bien. La difficulté, c'est de se dire, d'abord, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir le voir? 4 dates. Voilà, Hein 4 dates. Ça, c'est la première chose. Et puis, moi, je suis jamais montée sur une scène, quoi. Hormis pour présenter des Donc, tu événements. n'as jamais fait du théâtre. J'ai jamais fait de Tu as fait théâtre. des cours, etc. Mais tu n'as Ah, jamais non, joué dans une pièce. à Très bien. cours et machin, là, je sais même pas ce que c'est. Non, Cours et jardin. à cours et jardin, voilà, tu vois. Et puis, Marie, la metteur en scène, m'explique
quand je répète mon texte, il y a des émotions qui passent. Elle me dit, cette émotion-là, cette façon-là, il faut que tu la répètes, enfin, que tu la refasses exactement pareil. Mais je dis, mais non, je ne saurais pas avoir cette émotion. En plus, ce sont des textes parfois qui parlent de certains moments de ma vie délicats, quoi. Et donc là, j'apprends ce que c'est vraiment le jeu d'acteur. J'ai fait quand même une semaine au cours Florent de stage. En Belgique ou en France? En Belgique, à Bruxelles. Ouais. Voilà, c'était un stage. Donc, j'apprends ce que c'est de jouer un rôle. Mais le cours Florent, on t'apprend à jouer des rôles, mais souvent des pièces et souvent avec un partenaire. Oui. Un seul en scène, c'est encore différent. Parce que ton seul partenaire, c'est le public. Voilà. Et ton émotion, tu la vis seule. Voilà. Peut-être tu la transmets, mais au final, tu la vis seule. Voilà. Mais bref, c'est parenthèse. Voilà. Mais c'est un super bon exercice, quoi. Et au préalable, c'est vrai que j'avais pris des formations avec Johnny Key sur la prise de parole en public. Je pense que j'aime le goût du défi, donc, comme quelques années avant où je prends mon vélo, que je vais faire le Tour de France en vélo avec 10 mecs que je connais pas et je n'ai jamais mis mon cul sur un vélo de route, quoi. Qu'est-ce qui te semble impossible aujourd'hui? Rien, quoi. Rien. Ce qui me semble impossible, c'est plutôt ce que j'ai pas envie de faire. Tu me diras, tu as envie de rencontrer demain, j'invente complètement Elon Musk, j'en ai rien à secouer, quoi. Mais si tu avais envie, ça te semblerait possible de trouver son numéro et de... Ouais, voilà. Oui. Et c'est quoi la chose la plus difficile entre le moment où tu écris et le moment où ça se termine? Au niveau du spectacle? Au niveau du spectacle, où tu as eu le plus de difficultés? Mais comme je dis, c'est de se dire, est-ce que ça va plaire? Donc le regard de l'autre. Le regard de l'autre, oui. Pourquoi il est encore autant important alors que tu peux te dire, tu as travaillé 10 ans ou 9 ans en intérim, tu as gravi les échelons, tu as construit une entreprise, tu as recruté, tu as réussi à vendre, tu as un matelas financier. Si quelqu'un peut me donner la réponse. Non, parce que je me dis, à ce stade-là, on pourrait se dire, moi je suis à l'aise, je suis tranquille. Si je me plante, de toute façon, demain, la vie sera identique. Oui. Qu'est-ce qui se passera au final? Oui, maintenant, voilà, c'est une des choses. Effectivement, je t'écoute reformuler. Et oui, il y a le regard de l'autre. Et puis, il y a quand même un sacré texte à étudier, quoi. J'en joue, parce que je connais exactement ce trac et cette difficulté de préparer quelque chose, et surtout quand on est producteur, auteur et acteur, et moi, je n'ai aucun point de repère, tu vois, parce exactement. que l'année suivante, je travaille avec Luc Jaminet qui me remet en scène et tout autre spectacle, pourtant avec un texte, le texte assez semblable. Et là, je sais, même si c'est différent, la mise en scène est vraiment très différente, on est beaucoup plus dans le corps, mais là j'ai moins peur. En fait, c'est se dire, mais comment je vais gérer tout un seul en scène, quoi. C'est même pas que je commence à jouer avec d'autres collègues comédiens, c'est que je monte sur la scène toute seule. Il y a une danseuse qui est là et qui joue mon enfant intérieur, qui danse. Mais sinon, je suis toute seule avec je ne sais combien de pages de textes à retenir. Donc tu joues quoi, du jeudi au dimanche? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec une matinée le dimanche. Oui. Comment tu te sens le dimanche? Une fin l'après-midi, je crois. Oui, mais ça s'appelle une matinée quand on joue vers 15h. C'est ça s'appelle une matinée au théâtre. Et comment tu te sens la fin de journée le dimanche? Je me sens super contente d'avoir relevé le challenge, accompli, quoi. Et durant ce processus, tu penses déjà au challenge suivant? Oui, je me dis que ça va être quoi la suite, parce que c'est vrai que j'ai pas créé la pièce de théâtre pour devenir célèbre. Mais d'un autre côté, si un metteur en scène vient et repère, oui, je trouve ça chouette. Mais t'as jamais fait de cinéma, de télé ou de publicité? Non. J'aimerais pourtant, j'aimerais présenter une émission comme la Starac. J'aimerais beaucoup. Très bien. Donc voilà. C'est pas impossible, il n'y a rien d'impossible. Oui, non, c'est pas impossible. Non. J'adorais parce que je trouve que dans The Voice, Star Academy, il y a tout le côté humain aussi, jeunesse, artistique. Développement personnel, apprentissage. C'est ça. C'est pas juste présenter un journal télévisé. Donc voilà, c'est la fierté d'avoir été au bout, quoi, parce que tu te dis, est-ce que tu vas tenir
c'est quand même 4 soirs où tu montes sur scène et que tu n'as jamais connu ça avant. Tout à fait. Voilà. Donc, T'as un le truc de trac ouf. avant de monter sur scène? Oui, Tous oui. les soirs? Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que le premier soir, oui, le deuxième soir pour une raison qui m'est plutôt perso. Et puis après, ça s'estompe. Et le quatrième, c'est plus fluide, hein. C'est plus fluide. On se lâche un peu. Et tu vois une différence dans le public au moment où tu te Oui, lâches oui, 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 oui. Ben oui, le premier soir, en plus, la courte échelle était bourrax, quoi. Ils étaient sur ouais, les escaliers, Grady avait autorisé. Mais ils étaient aussi stressés pour moi, parce que je pense que en plus, c'était des gens, oui, tous des gens qui me qui te connaissaient. connaissaient, bah oui. Donc, on sentait qu'il y avait comme une crispation, j'imagine. J'imagine. Puis Ouais, oui, oui, ouais. oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se Et puis passe? c'est pas un C'est spectacle pas... gay, hein. On ne sort pas, c'est pas Florence Foresti, quoi. D'accord, ah ouais. Mais Mm. il y a des moments, il y a des passages drôles, mais bon, Oui, oui, ok. oui. Ça dépend pour qui. Tu comptes le rejouer à un moment ou t'as tourné la page? C'est une bonne question. Peut-être sous une autre forme, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais le rejouer, non. Déjà l'année suivante, ça n'a plus été la même chose. Moi, j'aurais toujours rêvé d'aller à Avignon, de prendre une petite salle, mais c'est plus pour l'ambiance. Mais c'est quand même un gros job, hein, Oui, tout à fait. voilà, un gros job et beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, ça s'est pas encore présenté. Mais si ça se présentait, et qu'on m'accompagnait dans ce projet, je veux plus gérer ça toute seule. Ça, pourquoi pas, quoi. Beau projet. Mm. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Après le théâtre, Après le théâtre? mais donc l'année suivante, je remets le couvert avec 4 dates aussi et Luc Jaminet qui met en Oui. scène à la courte échelle. Donc là, Pendant ce c'est plus temps-là, tu travailles léger. toujours pas. Alors, si, pendant ce temps-là, en fait, en 2023, je crée les événements à vivre Tête, Cœur, Corps. D'accord. Donc, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, cette grille de lecture Tête, Cœur, Corps, qui est une boussole qui m'aide depuis une quinzaine d'années, que j'ai apprise via l'énéagramme, qui est une Tout grille à de fait, lecture tout à humaine, fait, tout à fait. et qui est un peu le socle de l'énéagramme, qui est On une peut grille de reparler à un lecture. moment de l'énéagramme, hein, mais en effet, c'est Voilà. Mais 9 donc, bases de personnalité, oui, et il semblerait que toutes les personnalités du monde entier soient réunies dans ces 9 bases. voilà. Et donc, on a 9 types de personnalités avec à chaque fois deux sous-types ou 3 sous-types qui définiraient l'ensemble du monde, si je ne me Exactement. trompe pas. Voilà. Exactement. Et surtout, le socle de l'énéagramme, ce sont ces 3 centres Tout à d'intelligence. fait. Donc, ces 9 bases. Trois bases sont. Enfin, ces 9 bases, ça compris, il y a 3 bases qui sont chaque fois sur un centre Oui. d'intelligence mental, émotionnel ou instinctif. Et donc, les neurosciences disent qu'on a un centre d'intelligence dominant, et évidemment, le fait de connaître son centre d'intelligence dominant, ce qui n'est pas chose aisée, nous permet d'être en meilleure interaction avec soi-même d'ailleurs, et avec les autres aussi. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et c'est là que je prends conscience de cette grille de lecture que je mets en pratique depuis que je la connais. Et C'est-à-dire tu depuis... connaissais déjà l'énéagramme avant de faire le chemin, alors? Oui, 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 D'accord, oui. d'accord, J'ai appris l'énéagramme en 2010 sur d'accord. Paris avec Éric Salmon. Et quand Éric a dessiné son bonhomme et ses 3 centres Oui, d'intelligence au oui. tableau, pour moi, ça a été une vraie révélation. Révélation, très bien. Voilà. Et donc, dans mes liens prospects, clients, collaborateurs, avec moi, avec mes enfants aussi, voilà. Et donc, sur Saint-Jacques, là, cette boussole m'aide énormément. D'ailleurs, si je ne l'ai pas, je crois que je ne finis pas le chemin. Oui, Oui, vraiment? ah oui, oui, Pourquoi? oui. Parce que je ne prends pas conscience de mon corps suffisamment tôt. Uniquement par rapport à toi, alors c'est pas par Oui, rapport à tes interactions avec les non, autres, non, par rapport à moi. Par vraiment par rapport à rapport à moi. toi. De moi avec moi. Oui, oui, oui. Ok, Je finis pas le chemin parce que je n'écoute pas mon corps, qui est mon centre, qui n'est loin d'être mon centre moteur et qui est mon centre un peu à la traîne. d'accord. Ma tête carbure bien Oui, et mon oui. émotionnel a tendance à déborder. Mais quand je mets de la conscience sur chacun des centres, il y a une régulation qui se fait, évidemment. Comment tu fais pour les aligner justement? Parce que là, tu dis il y a une régulation qui se fait, mais il y a une partie consciente aussi. Oui, c'est laisser du temps, c'est laisser de l'espace, c'est se faire confiance, c'est connaître cette grille aussi. Et donc, une fois que tu mets de la conscience sur quelque chose, je ne dis pas que
tout est réglé. Mais je ne veux pas comparer ça avec une addiction, mais quelqu'un qui est alcoolique et qui déjà dit, OK, je suis alcoolique, Oui. Ça ne veut pas dire qu'il va guérir de l'alcoolisme, mais déjà, il fait un pas. Le fait de le formuler. Voilà, Oui, voilà, tout à fait. voilà. Et donc le fait de me dire, OK, là, mon centre-corps, il est pas du tout au bon endroit, mes émotions débordent, c'est OK parce que c'est OK, mais voilà, le fait de le verbaliser, ça régule très fort. Et c'est ça que j'aime dans cette boussole humaine. Je ne veux même pas dire grille de lecture. Je parlerais plutôt de l'énéagramme comme grille de lecture, mais le tête-cœur-corps comme boussole humaine, qui est d'ailleurs la boussole de l'école, de l'audace. Voilà, ça régule notre système nerveux et tout notre mode de fonctionnement aussi. Oui. Ça m'a beaucoup aidé au théâtre. Tu travailles avec cette énergie, tête, cœur, corps, durant alors tes préparations au théâtre. Voilà, et donc préparation au théâtre, et je décide aussi, comme je l'avais partiellement vécu à Paris, de faire un événement tête, cœur, corps. Alors les gens me regardent avec des grands yeux en disant, mais ça veut rien dire ton événement. Et il y a quand même une petite voix qui me dit, OK, go, continue. Et donc, j'organise ce tête-cœur-corps et mon objectif, c'est de recruter 100 personnes pendant 2 jours en non résidentiel dans un château et de vivre ces 3 centres. Parce que ces 3 centres, ils ne se vivent pas avec un flip chart et avec des slides. Il ne s'apprend pas plutôt avec des slides. Il se vit. Et donc, là, je démarre, je crée cet événement, mais je pars from scratch. Je ne suis pas du tout sur les réseaux. Donc, on me dit, oui, il faut que tu crées des posts. Je dis, les posts, je ne sais même pas ce que c'est, un post sur Instagram. Donc, je me fais accompagner et je crée cet événement où j'invite notamment Maud Ankawa, qui a écrit le livre Kilomètre Zéro, qui a eu beaucoup de succès. Et Maud accepte l'invitation et elle vient comme intervenante. Je me dis, ouais, super, ça va amener des gens. Non, ça n'amène pas des gens. Voilà. Cela dit, l'événement Tête Cœur Corps réunit 80 personnes en septembre 2023, juste avant que je ne monte sur scène 2 semaines avant, parce qu'évidemment, il faut quand même encore bien faire, bien fort. J'y reviendrai après. Et cet événement est génial, quoi. Et là, quand à la fin de l'événement, on me demande de donner des formations Énéagramme. Et donc, voilà, je planifie en 2024 alors tout un chemin de formation Énéagramme avec Éric Salmon, de chemin de Saint-Jacques avec des entrepreneurs. J'emmène 10 entrepreneurs sur le chemin de Saint-Jacques en juin 2024. Je refais ça d'ailleurs en 2025. Et donc, cette grille tête-cœur-corps s'ancre dans la matière. Et puis, 2024, je refais un tête-cœur-corps sous le thème de l'audace. Et la suite... et la suite arrive. Et toutes ces activités te permettent de générer des revenus, ou là, tu vis encore avec ton matelas de lavande? Merci pour la question. Ces activités me génèrent du revenu, mais ne me génèrent absolument pas de rentabilité. Donc, je vais toujours puiser dans mes réserves depuis 4 ans. Et surtout, je retombe aussi dans mes travers. C'est-à-dire que je vais puiser dans mon énergie, parce que pour recruter 80 personnes pour un tête-cœur-corps, ou ma casquette, mon étiquette, c'est entrepreneuse ProSelect. Voilà. Et pourquoi tu le fais, à ton avis? Ça t'apporte quoi? Parce que cette grille de lecture m'a tellement aidée que je veux la transmettre, quoi. Et de façon importante. Pour avoir aussi vécu cet événement au travers de la grille de lecture Énéagramme, mais il y a eu aussi un événement à Paris, Tête Cœur Corps, qui ne s'appelait pas Tête Cœur Corps, je ne sais plus comment ça s'appelait, et qui m'a tellement apporté, et qui a tellement apporté aux gens qui le vivaient aussi. Donc je l'ai dit avec Éric Salmon, qui a organisé ça à Paris, je dis on va le faire en Belgique, quoi. Et donc, c'est ça ma première motivation. Et puis ma motivation entrepreneuriale, Michael. Ouais, voilà. tout à fait. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Exactement. On peut parler du montant de la vente? Oui, bien sûr. Oui, puisque j'en parle de façon très libre sur les réseaux. Donc, et donc, tu as vendu pour quel montant? Donc, j'ai vendu 1,2 million la voilà, société. 1,2 million. Donc, du jour au lendemain, tu te retrouves avec 1,2 million. Puis, tu puisses dans tes réserves pour créer toutes ces activités. Tu es plus heureuse au moment où tu te retrouves avec 1,2 million sur ton compte, ou au moment où tu vois que cette somme, ça me nuise, mais que tu accomplis des projets qui te tiennent à cœur?
Alors c'est une grande question. Moi, j'ai la peur du manque quand même par rapport à mon histoire, et puis comme beaucoup de monde. Donc, en tout cas, une première chose, ça ne répond pas à la question, mais une première chose que je peux dire, c'est que, ok, l'argent ne fait pas le bonheur, mais alors ça dépend de nos histoires à chacun aussi, mais il contribue quand même à une certaine sérénité, sécurité. Voilà. Bien sûr. Et cette enveloppe m'a permis d'être libre en disant, ok, j'arrête, je suis au bout d'un chemin. Et par honnêteté avec moi, et vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des collègues, etc. Donc c'est difficile de répondre à ta question. Euh, Parce qu'en même temps, je Si suis quand t'avais même pas, titillée par la peur du manque et par les réserves qui s'amenuisent. Voilà, en plus, dans les années qu'on vient de connaître, 2025, 2024, 24, 25, même 23, ont été des années quand même challengeantes. Enfin, je sais que 22 a été une bonne année économiquement. Donc, ça reste challengeant. Je n'ai pas de réponse tranchée par rapport à ça. Cela dit, c'est vrai que quand je touche 1,2 million, c'est vertigineux. Hein. C'est mais oui, vertigineux. qu'est-ce qui se passe le lendemain? Je ne sais pas si tu les touches d'une seule traite ou si c'est en plusieurs C'est versements, en... mais peu importe, Oui, tu les vois sur ton compte, qu'est-ce qui se passe? ben c'est vertigineux. C'est vertigineux, mais à ce C'est moment-là, quoi la première je chose que touche tu une fais? grosse partie où je suis encore bien dans le groupe, quoi, puisque Et qu'est-ce qu'on fait quand on touche 1 million d'euros comme ça? eh ben, On va s'acheter quelque chose de non, matériel duquel on a pas toujours moi, rêvé? Qu'est-ce qu'on non, fait? non, non, parce On que voyage? Qu'est-ce qu'on fait avec 1 million d'euros? peut-être qu'on voyage un peu plus, mais là, j'étais toujours bien ancrée dans la société, donc aussi avec des devoirs et du job, hein, donc. Franchement, c'est intéressant que tu poses la question. Ça n'a pas changé. Je ne me suis pas dit, ah, demain, je pars aux îles Marquises, Et qui est un avant de de mes les avoir, rêves. est-ce que tu t'étais dit à un moment, si j'avais 1 million, je ferais ça? Non, Non. c'est aussi pour ça qu'ils sont arrivés. Mais Parce oui, que je je n'attendais pense pas aussi. ça. Ouais, je pense aussi. J'ai jamais pensé à ça, moi. Parce que Fabien Delahaut me disait, moi j'ai toujours une question que j'aime, c'est quand quelqu'un est un peu perdu, je lui dis, mais qu'est-ce que tu ferais gratuitement? Et plusieurs années plus tard, certaines personnes me disent, tu sais, avec cette question, tu m'as bouleversé, mais en même temps, tu m'as ouvert les yeux. Parce que qu'est-ce que tu ferais gratuitement? C'est réellement ce que tu ressens en toi. Et Fabien avait détourné cette question. Sa version à lui, c'était, si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu continues à faire? Et c'est un peu ce que tu as vécu. Voilà. Tu n'as pas gagné au loto, mais Ah tu as eu oui. cette somme, mais tu as Oui, oui, continué à parce que faire quelque je l'ai chose. pas gagné comme ça. Et donc, c'est réellement quelque chose qui te tenait à cœur. Par rapport à ces événements tels Voilà. cœur. Oui. Ah oui, Ah, ah mais oui, voilà. ah oui, Et donc, oui, et oui, voyant que oui. toi, tu as cette somme, tu fais des événements qui ne sont pas rentables, mais qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, tu crées l'école de l'audace en disant, bah, je vais aider d'autres personnes à ce qu'ils fassent réellement ce qui leur tienne à cœur. C'est ça? Exactement, exactement. Et comment ça se passe à l'école de l'audace? Bah, l'école de l'audace, donc deuxième tête cœur corps sous la bannière de l'audace. Là, on me demande des coachings orientés passage à l'action. Et moi, je suis un bootcamp en ligne sur la prise de parole sur LinkedIn notamment. Et le modèle, je trouve le modèle vraiment, vraiment très chouette. Bah, Modèle bootcamp. avec Nina Ramen, D'accord. Fraisse. Ah, Donc, ouais, voilà. ouais, d'accord. Et le modèle me parle vraiment beaucoup. Ça, c'est fin de l'année 2024. Cela dit, tu m'aurais dit 3 ans avant, tu vas créer une école en ligne, je t'aurais rigolé au nez, puisque je crée des événements à vivre en Tout à fait. présentiel. Hein. Donc le digital, bof bof quoi. Et là, je vis ce bootcamp, puis je vis une autre formation aussi avec une business coach en ligne aussi. Et je me dis, ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Pour moi, pour les autres élèves. Et donc voilà, naturellement, alors peut-être à l'envers, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je crée ce bootcamp, je crée le modèle les vidéos en ligne je définis ma cible, qui sont des managers en période de transition et des solopreneurs dirigeants de TPE. Ou dirigeants de TPE, dirigeantes, hommes-femmes, j'insiste bien sur les deux sexes. Et voilà, je démarre avec des masterclass. Je n'ai jamais donné de masterclass de ma vie. Et là, je m'épuise quand même, hein, parce que les masterclass, c'est de l'organisation, c'est de la com. Il ne faut pas croire que tout en digital. Donc la première école de l'audace démarre, le premier bootcamp démarre, de mémoire, je pense que c'est fin février, pendant 6 semaines.
puis une deuxième cohorte au mois de mai, jusqu'à fin juin. Et jusqu'à fin juin. Et puis, voilà, ici, on est début de l'année avec une troisième cohorte, mais avec un autre type de système. Parce qu'on a, Et tu as combien de participants? Ou bien tu limites un nombre on est 5, mais mon D'accord. souhait, ce serait entre 8 et 10. D'accord. Cela dit, maintenant, je ne fais plus des bootcamps avec des dates de lancement, mais tous les débuts du mois, des nouveaux élèves entrent. Ok. Donc, ce qui est génial, c'est que les anciens apprennent aux nouveaux et les nouveaux apprennent des anciens. Et on n'est plus sur un bootcamp de 6 semaines, mais de 8 semaines. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est intensif. Oui. Oui, tout en respectant vraiment l'équilibre de vie de chacun, puisque je le fais aussi avec mon chemin d'entrepreneuse, de maman, de femme, de dirigeante. C'est 4 à 5 heures de travail par semaine, mais qui est tout à fait combinable avec ta vie de tous les jours, quoi. Et l'objectif final du bootcamp, c'est? C'est d'amener à une transformation et d'aider les personnes à passer à l'action avec qui ils sont. Peut-être que certains vont avoir besoin d'une action de procrastination, ou certains vont avoir besoin d'être boostés voilà, et d'avoir du coup une boîte à outils avec des outils, des réflexes, notamment cette boussole tête-cœur-corps aussi, qui va permettre de s'audacer avec qui l'on est réellement. Ce que j'aurais aimé avoir dans ma carrière depuis toute jeune jusqu'à aujourd'hui, quoi. Avoir quelqu'un à mes côtés qui m'accompagne, me mentore, puisque je ne suis pas coach, je suis plutôt mentor. Voilà, donc pas faire à la place des personnes, mais vraiment les accompagner avec qui ils sont. Voilà, et donc c'est tout un processus qui est en cours pour le moment pour les nouveaux élèves. Et tu fais un lien avec l'ikigai? Non. Pas du tout? Non, non. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que je ne connais pas bien ce modèle et parce que on ne peut pas faire des liens avec tout. Et puis l'école de l'audace, on est sur des tête-à-tête bien ciblés, passage à l'action en fonction de qui on est, je répète, à 3 fois. Puis il y a des lives qui sont beaucoup plus en co-développement, atelier et en miroir, puisque l'autre est mon miroir non-stop. Et voilà, et l'ikigai, il n'y a pas de théorie dans l'école de l'audace. Alors il y a des parties vidéo que les élèves regardent au fur et à mesure en fonction de leurs besoins aussi. Il y a des intervenants externes, notamment par rapport à la relation à l'argent, à l'abondance, nos parts d'ombre et de lumière, la prise de parole, qu'elle soit sur les réseaux ou même en public, comment on fait un pitch, mais voilà, il n'y a pas de théorie précise. Je parle vraiment de l'essence de chacun et vers où ils veulent aller. Les grandes thématiques, c'est diminuer la charge mentale, voilà, mais en respectant chacun voilà, avec chacun qui ils sont, quoi. Et pourquoi tu l'as appelé l'école de l'audace? Pourquoi je l'ai appelé l'école de l'audace? Ça m'est venu fin de l'année passée, parce que l'audace fait partie de ma vie et que derrière l'audace, il y a tellement de choses. Il y a bien sûr le passage à l'action, mais le passage à l'action mesuré. Il y a aussi un côté joyeux, un côté un peu rébellion aussi. Enfin voilà. Et l'audace, c'est tout ça à la fois, quoi. Ce n'est pas que oser se mettre en action, parce qu'on pourrait aussi alors associer ça à quelque chose de plus kamikaze. Voilà, et puis l'école de l'audace. J'aime bien l'école aussi parce qu'on apprend, on revient aussi un peu dans son côté enfant. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à s'inscrire à ton bootcamp aujourd'hui? Il faut voir pourquoi il hésite, parce que c'est vrai que sincèrement, il y en a qui pensent que ça pourrait leur faire du bien, et puis une fois qu'on discute ensemble, non, c'est pas ce qu'il leur faut. Mais si c'est quelqu'un qui hésite et qui ça dépend pourquoi il hésite, mais toi, je lui dirais go. C'est quoi ta qualification? Tu as un appel de qualification où tu évalues si réellement c'est fait pour la personne? Oui, Oui, tout à fait. d'accord. Oui.
Et donc, c'est à voir quelles sont vraiment ces vraies douleurs. Est-ce que c'est vraiment le syndrome de l'imposteur? C'est quelque chose aller à travailler sur le sentiment d'illégitimité aussi, les peurs du manque. Puis, il y en a aussi qui viennent par rapport au fait de se mettre en route pour une nouvelle activité. Donc, comment on prospecte. Et tout ça, ce sont des thématiques que tu abordes pendant le bootcamp. Et tu en parlais tout à l'heure, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui? Les réseaux sociaux, c'est un super outil. Voilà. Maintenant, c'est comme pour tout. C'est comme j'imagine quand la TV est arrivée ou Google, il faut l'utiliser à bon escient, quoi. Et tu es assez actif sur LinkedIn. Oui. C'est quoi ton sentiment par rapport au regard de l'autre? Sur LinkedIn? Oui, parce que tu te dévoiles. Plus peut-être même que sur un seul en scène. Et auprès de plus de personnes qu'une centaine de personnes dans la salle. Quand tu vois le nombre de vues. Exactement. Oui. Oh, c'est un chemin. Hein. LinkedIn est un outil Donc, fabuleux. Toi, tu as dû faire un chemin aussi. Oui. C'est un outil fabuleux pour... exactement comme quand tu montes sur une scène de théâtre ou au théâtre. LinkedIn est un super outil. Maintenant, on entend de tout. J'entendais dernièrement une nana qui disait sur un réseau, oui, mais LinkedIn, tous les gens mentent, tout ce qui... Et c'est le réseau de l'égocentrisme. C'est vrai que et tout le monde dit la même chose parce que c'est l'IA qui est derrière, etc. C'est comme pour tout. Moi, j'ai plusieurs personnes qui me disent aussi, mais pourquoi t'écris, tu t'exposes et on sait tout de toi. Déjà, tu sais pas tout de moi, tu sais ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, d'un autre côté, en tout cas, pour ce qui me concerne, si demain, je travaille avec d'autres personnes, parce que je m'entoure de freelance aussi et je travaille avec plusieurs personnes, tu me rends compte, tu sais déjà à qui tu as affaire, en fait. Si tu as lu mon LinkedIn, tu sais à qui tu as affaire, tu n'auras pas de surprise. C'est exactement ce que j'ai osé et ce que j'ai décidé de dévoiler. C'est la personne que je suis, point. Oui, après, LinkedIn sert mon activité d'entrepreneur. Évidemment. Je vais quand même prendre des pincettes en disant ce que je vais dire, mais si demain, je n'ai plus de société, je ne vais pas écrire sur LinkedIn. Voilà, c'est mon plus grand tunnel d'acquisition. Voilà, moi, c'est mon plus grand tunnel d'acquisition. Voilà. Je n'ai jamais prospecté qui que ce soit dans ma vie. Ah oui, ok. Oui, moi, je peux dire donc, mais on a eu on a eu des activités différentes, mais je veux dire, ça arrive par LinkedIn. Oui. Donc oui, moi les 15 élèves de l'école de l'audace de l'année passée, c'est LinkedIn. Oui. Alors LinkedIn qui a remis des couches sur certaines personnes qui me connaissaient dans mon ancienne vie d'entrepreneur. Mais bien sûr, c'est LinkedIn, oui. Quelle question je t'ai pas posée, tu aurais aimé que je te pose? J'en ai pas... Ou à quelle question tu t'attendais que je n'ai pas posée? Ah oui. Comme ça, moi j'ai pris le flow, j'ai pris ce qui venait. Moi aussi, ça a été sans filet. Non, pas de questions. Je ne sais même pas depuis combien de temps on parle, mais... 1h07 et 38 secondes. Ouais, dis-donc. C'est passionnant, hein. C'est passionnant. Merci pour les questions. J'ai une question que je pose aussi à certains invités. Si demain on enlevait tous les titres, ProSelect, ou même la vie d'avant, ou même l'école de l'audace, si tu disparaissais demain et qu'on enlevait tous ces titres, tu voudrais qu'on retienne quoi de toi? C'est une bonne question et j'ai mon cœur qui bat là. Je voudrais qu'on retienne mon cœur. Voilà, mon grand cœur. Voilà. Et tu le traduis comment, ton grand cœur? T'as des situations où tu as fait preuve d'un grand cœur ou... Je pense que c'est mon cœur. Une fois que je fais un choix, une décision, comme j'en ai parlé pendant le podcast, c'est mon cœur qui m'a guidée, quoi. C'est mon cœur qui m'a guidée. C'est mon cœur de maman qui m'a guidée quand c'était pas évident. Et avec mes filles, j'ai écouté mon cœur. J'ai écouté mon cœur, ma foi. Voilà. Et donc,
qu'on retienne que c'est mon cœur qui m'a guidée, et plutôt que mon ego, quoi. Et cela dit, l'ego, il en faut. Hein. Il en faut, selon toi? Oui, Oui. bah oui, bah, à la bonne place, quoi. Mais Oui. il en faut, et en fonction de nos cycles de vie, de nos blessures. Comme on en revient à la connaissance de soi aussi, même si je n'aime pas trop ces mots-là, mais oui, bien sûr qu'il en faut. Voilà, à la bonne place. Mais donc, le cœur. Et justement, ça me fait penser à une question que tu ne m'as pas posée, mais par rapport à ce premier livre que je suis en train d'écrire, dont le titre, plus le temps passe, plus je pense que ce sera ça, mais c'est Le cœur sait, quoi. C'est Voilà. quoi le titre? Le cœur sait. Le cœur sait. Voilà. D'accord. Voilà. Le cœur sait. Voilà. Et tu en es où? Et donc j'ai fini la première écriture, donc l'histoire est tracée, et là je suis en train de relire, donc c'est un exercice pas évident. D'ailleurs j'écrivais un post pour ce week-end sur LinkedIn par rapport à relire sa première écriture. C'est toi qui relis ou il y a déjà des maisons d'édition qui ont relu? Non, je crois que je vais auto-éditer dans un premier temps, mais je relis ce que j'ai écrit, donc juste relire. J'annote et je relis, mais je ne réécris pas. Et donc là, je vais faire un voyage avec mes filles dans les 15 prochains jours. Et à partir de mi-février, je vais réécrire. Là, ça va prendre 3 mois, je vais réécrire, supprimer. D'accord. Mais là, je relis ce que j'ai écrit. J'ai démarré mi-juillet. T'as des moments où tu écris, tu te fixes des moments et tu écris, ou bien ça vient quand ça... Tu te fixes des moments. Tu fais tout informatiquement? Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Et j'ai lu dernièrement que c'était l'activité que le plus grand nombre de personnes avaient envie de réaliser, écrire un livre, mais celle aussi où le plus grand nombre de personnes abandonnent. Voilà. C'est vrai. Mais Brel, il disait, je viens souvent avec cette citation-là, Brel disait toujours, je connais 1 million de gens qui veulent écrire un livre, mais qui ne le font pas. Et alors, il posait la question dans son podcast, et pourquoi est-ce qu'ils n'écrivent pas le livre? À ton avis, je te pose cette question. Pourquoi? Tu me poses la question? Oui. Parce qu'ils ont peur. Brel, il répond, parce qu'ils font autre chose, quoi. Ouais, aussi. Je trouve toujours ça super. Pourquoi je connais 1 million de personnes qui vont écrire un livre? Parce qu'ils font autre chose. Et c'est vrai. Et donc, on en revient à cette discipline. Franchement, les 6 derniers mois, Michael, ça n'a pas été confort, hein. Ça n'a pas été confort parce que, encore une fois, c'est comme le théâtre, quoi. J'écris un livre, j'ai jamais écrit un livre. Oui, mais tu n'as pas de date butoir. Tu n'as pas une maison d'édition qui dit « je veux ton brouillon pour telle date ». Ah ben évidemment, tu serais plus productive, comme avec la pièce de théâtre. Évidemment. Oui. Non, ici, il n'y a rien, il y a juste moi avec moi, quoi. C'est quoi la place de l'IA dans l'écriture d'un livre? C'est une très bonne question. Moi, c'est ma structuration. Donc, à chaque chapitre, je donne mon chapitre. Je n'ai pas de prompt ni rien. Hein. Non. Je donne mon chapitre à Chat. Je lui dis les idées que j'ai pour le prochain chapitre. Et je lui dis, donne-moi 10 idées complémentaires. D'accord. Et alors là, je laisse infuser et puis j'écris. Et puis tu écris. Voilà. Ouais. Et ton idée, c'est de le sortir quand? Au mois de juillet, à l'été. Cette année? Oui. Ouais. Très bien. Top. Autre question aussi que j'ai l'habitude de poser, peut-être à un moment j'arrêterai ces habitudes parce que sinon ce sera du réchauffé. Là, tu as dit que tu voudrais qu'on retienne ton cœur de toi si demain tout s'arrêtait, si on enlevait tous les titres. Mm-hmm. Et matériellement, si je te demandais, évidemment je t'ai demandé en avance, de laisser un objet qui te correspond. Tu vois derrière toi, il y a une gourde de Damien, il y a la médaille de Salva. Je crois que quand on voit la vidéo, on voit que je suis extrêmement ému quand il m'annonce qu'il va me laisser sa médaille. Et puis le fer à cheval de Fabien Delahaut. Toi, quel serait l'objet qui te correspond et que tu voudrais me laisser? Moi, je pense à une paire de lunettes. Une paire de lunettes parce que, comme je le dis souvent, en tant qu'être humain, on a parfois tendance, et j'ai aussi eu dans ma vie, qui est loin d'être finie, j'espère, une seule paire de lunettes et donc une seule façon de voir les choses. Et encore une fois, je reviens au chemin de Saint-Jacques qui m'a aidé à mettre une autre paire de lunettes. Et voilà, et j'ai appris à mettre différentes paires de lunettes et j'ai envie d'encourager aussi ceux qui nous regardent ici de consciemment changer de paire de lunettes. Parce que c'est ça la vie en fait. Il n'y a pas de bien, de mal, de noir, de blanc. Tout dépend de la
de comment on regarde la réalité. Voilà, et quand je me lève tous les matins, moi je me dis, je veux me sentir bien. Alors ok, si je me lève avec une grosse grippe, mais touchons du bois, je me rappelle même plus quand j'ai eu mon dernier rhume, ma dernière grippe, mais je parle même pas que physiquement. Oui, oui. Mais donc cette paire de lunettes aide oui, à positiver, même si c'est un grand mot, mais à voir les choses différemment et à changer de paire de J'irais même lunettes. plus loin, c'est à voir les choses différemment et voire même à accepter différemment le regard de l'autre. Aussi. Parce que parfois, avec une paire de lunettes, tu as l'impression d'être caché et tu te permets plus Mhm. alors que l'autre te voit exactement de la même façon. Hein. Oui, et après ça peut aider aussi. Ça peut aider. Ça peut aider aussi. J'avais un metteur en scène, il y a une chose que j'avais pas envie de faire sur scène et que je fais même pas dans la vie. Il s'agit de danser. Je suis pas du tout un grand danseur et je devais danser sur scène. Et il a eu ce subterfuge de me mettre une paire de lunettes. Il a dit mets des lunettes de soleil Ah oui. et je sais pas ce que ça a fait en moi, mais ça a été directement, mais oui, beaucoup plus facile. Comme si le public ne me voyait pas. Mais c'est vrai que le regard, tu peux voir beaucoup de choses dans le regard d'une personne. Ah mais Et le c'est fait, dingue et le ça, fait de comme cacher. exemple. Oui, oui. Donc je te remercie vraiment pour cet objet. Ah bah écoute, avec plaisir. Et donc le fait de mettre cette paire de lunettes, Oui. tu t'es senti Moins danseur. regardé. Je n'irai pas jusque-là. Mais moins jugé Oui. ou moins vu de l'intérieur en tout cas. Et beaucoup plus à l'aise. Ouais. Ah génial. Voilà. Mais voilà l'histoire des paires de Voilà. lunettes. Rachel, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. Ah oui, c'était Voilà. trop gai quoi. Top. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, si je pouvais faire ça de ma vie, je répondrais voilà, à t'as des trouvé, interviews. t'as Ah trouvé. j'adorerais. Présenter Merci. The Voice et faire des podcasts. Oui, voilà. Top.